Just a quick observation. While you mentioned the laws against homosexuality, I thought you might all find it interesting that last week the Black African Women's Lesbian Organization was afforded observer status in the African Commission on Human and People's Rights of the African Union. That just is a most recent development. You have the floor, Jean-Baptiste. Thank you very much. My paper is on a section of the Benin Constitution from 1977 up to 1990. My paper is... Jean-Baptiste, pardon le microphone parce qu'il ne peut pas. Ah, il n'entend pas. Ok. Ça ne marche pas même. Ah, d'accord. He needs another microphone that's working. Sorry to interrupt. Oh, yes, I think, just push it on. Yeah, I think that... Yeah, maybe... Yeah, okay. C'est bon maintenant, je crois, oui. Okay. He's going to be presenting in French, so you guys can... Yeah, This one is not working. yeah, that one is not working. Carry on. Okay. The section of the fundamental law of Benin Popular Republic is this. Les citoyens de la République populaire du Bénin ont la liberté de pratiquer une religion. Ils ont la liberté de ne pas pratiquer de religion. Article 135 de la loi fondamentale de la République populaire du Bénin, loi datant du 26 août 1977 et signée par Mathieu Kérékou, président du Conseil national de la Révolution et chef d'État. En fait, avant de m'atteler à l'étude que je vous propose ce matin, je voudrais remercier de façon particulière ma grande sœur, professeure Rosalind Hackett. Elle ne s'en souvient pas, mais c'est au cours de notre dernier repas lors de la conférence de Stellenbosch en Afrique du Sud que j'ai cité cet article 135 de la loi fondamentale de la République populaire du Bénin. Et elle m'a dit, ça veut dire encore quoi, Jean-Baptiste? Donc quand je lui ai expliqué de quoi il s'agissait, sa réaction m'a convaincu à mener cette recherche. Il faut que tu creuses absolument cela, Jean-Baptiste, m'a-t-elle dit, mais c'est formidable. Et c'est voilà pourquoi je tiens à la remercier et j'ai tenu à ce qu'elle vienne à cette présentation. Au fait, quand je me suis mis à préparer mon intervention, je me suis rendu à la radio nationale du Bénin à Cotonou, et justement parce que cet article 135 de la Constitution était proclamé par un journaliste avant toutes les émissions religieuses à la radio nationale, de 1977 jusqu'en 1990, année où le socialisme marxiste béninois a été abandonné par les militaires au pouvoir. Donc pendant 13 ans, avant le début de tous les programmes religieux à la radio, cet article était donc lu comme en introduction. Moi j'étais enfant en ce moment-là et cela m'a toujours frappé à tel point que je m'en souviens comme si c'était hier. C'était pour les émissions de l'église catholique les mercredis et les dimanches et le culte musulman les vendredis. Donc je me suis rendu à la radio nationale pour réécouter la bande et vous la faire écouter ce matin aussi. Mais à ma grande surprise, le collègue journaliste que j'ai rencontré à la radio m'a dit « Oh Jean-Baptiste, malheureusement, ces archives du temps de la Révolution ont été en grande partie détruites. » Ouais, c'est ça qu'il m'a dit. Alors, je lui ai dit « Mais détruites ?» Oui, il a dit « Oui. » Moi, je lui ai dit cela presque les larmes aux yeux. Oui, il m'a dit « Oui, Jean-Baptiste, avec l'avènement de la démocratie, des individus ont détruit les archives du temps de la Révolution. » Je dis, vous voyez quel dommage pour le pays et les chercheurs qui voudraient étudier cette époque-là de l'histoire du Bénin. Bon, c'est d'ailleurs à cause de cela, et entre autres, que j'ai commencé depuis quelques années à travailler de façon inlassable à la création d'un centre de documentation au Bénin, un centre moderne qui, entre autres, aura la fonction de sauvegarder et de protéger l'histoire, certains documents historiques et les traditions afin que les nouvelles générations, les chercheurs en disposent.
Ce centre, bien évidemment, nécessite le soutien et l'appui de personnes généreuses et sensibles à la cause de la sauvegarde de nos mémoires. Donc, je vous pose une question. En fait, Prof Hackett est membre du comité scientifique international de ce projet sur lequel nous sommes en train de travailler au Bénin. Vous voyez, je vous pose une question avant de continuer. Vous savez où trouver facilement l'enregistrement du premier discours du premier président du Dahomey indépendant à l'heure où je vous parle? Pas au Bénin, vous le trouvez en France. C'est ça. Les archives, dans la plupart de nos pays africains, n'existent pratiquement pas. C'est dommage, surtout les archives audiovisuelles. Revenons à l'article 135 de la loi fondamentale de la République populaire du Bénin. Les citoyens de la République populaire du Bénin ont la liberté de pratiquer une religion, ils ont la liberté de ne pas pratiquer deux religions. Au-delà de l'annonce, ce qui a surpris plus d'un de mes compatriotes, c'est le fait qu'un pays qui a opté pour le marxisme-léninisme comme guide philosophique de l'action du gouvernement ait inséré dans sa constitution cette référence claire et tacite à la liberté religieuse. Les militaires qui ont pris le pouvoir au Dahomey, c'était le nom du Bénin au Dahomey, le 26 octobre 1972, savaient qu'ils avaient à composer avec une population très ancrée dans la religion traditionnelle africaine et que l'Église catholique a forgé l'élite du pays. Bien des militaires qui régnaient étaient le fruit des écoles catholiques de renom que beaucoup d'autres pays enviaient. Citons juste le collège Père-au-Pierre de Cotonou, le lycée Jeanne d'Arc d'Abomey, des laboratoires qui renforçaient l'idée d'un pays, d'un Dahomey devenu le quartier latin de l'Afrique, Venant au pouvoir, ces anciens élèves ont sans doute voulu ménager leurs racines culturelles pour ne pas s'attirer la colère de leurs anciens maîtres. Pas pour autant. Il est vrai qu'aucune église catholique, aucun temple protestant, aucune mosquée n'a été fermée pendant la Révolution. Mais en 1975 et jusqu'en 1984, le père Alfred Quenom, homme de grande culture et d'un parler franc, a connu la prison après une condamnation à mort pour acte anti-révolutionnaire. D'autre part, cette proclame de l'article 135 de la loi fondamentale de 1977 avait des ratés dans son application. Voyons par exemple du côté de la religion traditionnelle africaine, parce que nous sommes au Bénin, qui, on dit, est le berceau de la religion traditionnelle africaine, du vaudou en particulier. Il n'a été jamais donné une place officielle à la religion traditionnelle africaine. Les manifestations du culte vaudou étaient considérées comme des pratiques obscurantistes créées par la féodalité pour terroriser, opprimer et exploiter les masses sous le couvert de la religion. Article 12 de la loi fondamentale, qui poursuit: toutes ces pratiques sont rigoureusement interdites. Fin de citation. L'article va plus loin en disant: dans ce cadre, la lutte anti-féodale est un devoir révolutionnaire que l'État doit assumer avec détermination et avec fermeté jusqu'à la libération des masses populaires. On comprend pourquoi la lutte a été rude contre le culte vaudou. Ces manifestations, les prêtres vaudous, je veux dire, et les adeptes du culte vaudou. L'État avait droit de regard dans la gestion de ces temples, déterminant la durée entre griffes de la formation, donc du temps de noviciat, parce que pour devenir vaudou-si, pour devenir adepte du vaudou, on faisait un temps de noviciat. Où les gens, ils continuent de le faire dans les couvents. Et ils refusaient tout simplement les célébrations de certaines fêtes, telles que la sortie des Oro. Oro, c'est une manifestation du culte traditionnel africain, où ce sont des revenants de la nuit, dans les zones de l'Ouémé, au sud-est du Bénin, proche du Nigeria, notamment à Pobé, Kétou et Sakété, où pendant des semaines, les populations, surtout la nuit et en particulier les femmes, avaient la peur dans l'âme pour le bruit étrange et inexplicable que produisaient les oraux. Les révolutionnaires au pouvoir considéraient de telles manifestations comme de la mystification, car par leur contenu,
parce que leur contenu était réservé aux seuls adeptes et initiés, et la grande masse restait dans la peur et l'ignorance. Les observateurs disaient aussi que c'était des méthodes voilées pour éviter d'éventuelles agressions nocturnes, donc des raisons de sécurité nationale et de défense du territoire qui poussaient les révolutionnaires à interdire ces pratiques-là. Il en était aussi pour les couvents du culte vaudou. Combien de novices vaudous les zélés de la révolution ont fait sortir de force de leur couvent pour participer à des tâches civiques telles que les formations patriotiques et pré-militaires, nettoyage des rues, des lieux publics et autres choses du genre. Autour des années 1976 et 1977, il y eut aussi une chasse aux sorcières. Il s'agissait vraiment d'arrêter des personnes considérées comme sorcières et d'en décourager la pratique. Ce qui était étonnant, c'est la base sur laquelle elle se faisait. La sorcellerie reste quelque chose de difficile à cerner par des méthodes scientifiques ou cartésiennes. Et en cette période-là, je m'en souviens puisque j'étais encore enfant, et la sorcellerie mettait vraiment peur aux enfants que nous étions, c'est tout à fait normal, et pas seulement, que c'était des adeptes de notre culte vaudou, notre culte de la religion traditionnelle africaine, qui arrêtaient les personnes soupçonnées de sorcellerie. Oui. Oui. Comment peut-on décourager les pratiques obscurantistes par des pratiques du même genre? Puisque ce sont des gens d'une autre religion, en tout cas, d'une autre manifestation du culte vaudou qui arrêtaient ces personnes-là. Parce qu'il n'y a pas eu une méthode scientifique pour détecter qui était sorcier ou pas. Alors, ce qu'on retiendra de cette époque-là, c'est que beaucoup de vieilles dames ont été battues, malmenées et ont subi des sévices physiques et psychologiques, éloignées de leur maison et vivant reclus dans des espaces publics tels que la cour des mairies. D'autres femmes ont été prises en charge par des curés de paroisse. Car être indexé comme sorcière au Bénin, c'est être mis au banc ou aux touches de la société. Et les gens ont peur de vous puisque vous pouvez nuire à leurs enfants, sinon à eux-mêmes. Du côté de l'Église catholique, il faudra souligner qu'elle n'a pas subi de fermeture de lieux de culte. Mais tous les collèges et lycées lui appartenant et gérés par des religieuses ou prêtres ont été tous nationalisés et désormais confiés au ministère de l'enseignement. Alors que c'était des laboratoires où provenaient les élites du pays. Il en était de même pour les écoles protestantes, écoles, lycées et collèges, et il fallait y enseigner la doctrine révolutionnaire, du civisme, etc. Civisme, patriotisme, etc. C'était l'école nouvelle, avec le slogan école nouvelle, unité de production, ou école nouvelle, discipline, travail. D'autre part, la hiérarchie de l'Église catholique a fait preuve de grande prudence et d'équilibre dans ses interventions. Je sais que beaucoup ont critiqué la trop grande prudence de l'épiscopat de béninois. Il faut louer ici l'attitude toujours conciliante de Monseigneur Christophe Adimou, alors archevêque de Cotonou. Comme par un jeu du destin, je veux dire, il a été à la tête du plus important diocèse du pays pendant toute la période marxiste-léniniste, et sa retraite correspondra à l'avènement de la démocratie en 1990. Adimou fut nommé archevêque de Cotonou en 1971, un an avant la cession au pouvoir du gouvernement militaire révolutionnaire, et il quitta l'archevêché de Cotonou le 27 décembre 1990. Beaucoup de pasteurs ne l'auraient jamais envié, car archevêque de la capitale politique d'un pays marxiste, lieu où siégeait un gouvernement militaire avec tout ce que cela comportait de méfiance, de défiance et aussi d'arrogance. Pendant cette période, quelques évêques ont payé pour avoir, dit-on, critiqué le gouvernement militaire. Ce fut le cas de Monseigneur Robert Sastre, évêque de Lokossa, dans le sud-est ouest du Bénin.
Monseigneur Sastre a été interné pendant 3 bonnes semaines à la prison civile de Cotonou. Selon son biographe, on lui reprochait de ne pas adapter son vocabulaire à la mode communiste et de refuser obstinément d'utiliser le terme camarade. Parce qu'on appelait même le président Mathieu Kérékou notre grand camarade de lutte. Les enfants appelaient leur papa à la maison camarade. Et la maman était appelée camarade. Il n'y avait pas de monsieur ni de madame dans le courrier officiel. Je saute un peu parce que là je vais aller à autre chose. Un autre prélat, et pas des moindres, a connu lui aussi les foudres du régime. Il s'agissait du cardinal Bernardin Ganti, premier archevêque autochtone de Cotonou, et créé cardinal par le pape Paul VI pour servir au Vatican. Une fois de retour au Bénin, il a tenu des propos assez critiques à l'égard des dirigeants de son pays. La suite de l'histoire, c'est qu'il a dû aller prendre son vol de retour pour le Vatican à Lomé et non à Cotonou, parce qu'il craignait pour sa vie. Alors, le régime avait prévenu, je cite, qu'en République populaire du Bénin, les citoyens ou la croyance ou la non-croyance, l'appartenance ou la non-appartenance sont des manifestations propres à chaque individu, face auxquelles la révolution béninoise garde une stricte neutralité, tant que leur expression ne constitue pas une entrave à son développement. Je continue. Nul n'a le droit de prêcher contre la révolution béninoise sous prétexte de défendre une religion et ses intérêts particuliers et égoïstes. Article 12 de la loi fondamentale de la République populaire du Bénin. Au fait, mes analyses. Au vu des exemples que je viens de citer, on peut conclure une chose et la voici. Malgré la belle proclame de l'article 135 que j'ai cité au début, dans la réalité, c'était l'article 12 que je viens à peine de citer que le régime militaire appliquait dans ses relations avec les religions. Au fait, quelque part, les militaires au pouvoir ont fait preuve ou de méconnaissance des religions et surtout des églises chrétiennes et en particulier de l'église catholique, ou soit ils ont fait exprès d'insérer l'article 135 pour faire dire devant la communauté internationale qu'en République populaire du Bénin, il y avait la liberté de religion. Mais dans les faits, personne ne pouvait critiquer l'action du gouvernement. Les deux articles 12 et 135 disent une chose et son contraire. D'autre part, c'est ignorer aussi l'action de l'Église que de vouloir imposer aux pasteurs de ne pas se prononcer sur la vie dans la cité. Comment peut un prêtre ne pas s'intéresser de la vie quotidienne de ses fidèles? Comment peut-on ne pas les orienter? Tout prêche, toute prédication contre ce qui opprime l'homme ne peut alors qu'être vu comme défense des intérêts particuliers et égoïstes de la religion. Le Concile Vatican II le dit si bien: les joies et les peines, les angoisses et les espérances des hommes de notre temps sont aussi celles des disciples du Christ. Gaudium et Spes numéro 1 du Vatican II, Concile Vatican II. Dans cette réalité béninoise faite de violation des droits de l'homme, de destruction de l'homme, de course vers l'anéantissement et l'appauvrissement culturel des citoyens, comment l'Église, les églises et les religions, la religion traditionnelle africaine, pouvaient-elles se taire? L'Église catholique a beaucoup investi dans la formation de la jeunesse béninoise et la classe dirigeante du pays en était aussi le fruit. Comment pouvait l'Église se taire devant cette destruction d'une œuvre commencée depuis des années par les missionnaires et dont elle ne pouvait qu'être fière? La ruée des parents d'élèves vers les écoles et centres de formation de l'Église après leur restitution au début de l'ère démocratique en dit long. Il y a de plus en plus d'écoles catholiques, de centres de formation catholiques au Bénin, et elles, je peux vous dire, elles sont remplies, complètement remplies. Il n'y a même plus de place. Quand
que ce soit à Cotonou, que ce soit à Saint-Jean, à Saint-Michel, Notre-Dame, toutes les écoles, lycées qui sont gérés par des religieux sont pleins. On ne trouve même plus de place pour laisser des enfants dedans. Parce que la formation elle est de bonne qualité. Et c'est cela ce qui était l'héritage de l'Église dans la formation des enfants dans le pays. Oui. Just 2 minutes. Ok. Autre chose, pour conclure, et je m'en voudrais, les mastis en fait de parcours ont refait appel à la sagesse de l'Église, en l'occurrence à la lettre pastorale Convertissons-nous et le Bénin vivra de la conférence épiscopale du Bénin dans les années 1987. À la suite de cette publication, et je vais aller rapidement, de ce document historique, le président Mathieu Kérékou, devenu général entre-temps, a fait appel aux évêques béninois. C'était une lettre pastorale qui a été publiée par les évêques. Le président Mathieu Kérékou les a appelés, et vous pouvez vous imaginer, ils avaient peur, au fait. Mais c'était pour les féliciter pour le contenu de la lettre. Parce qu'en 1980, dans les années 1985 jusqu'à 1990, le Bénin était pratiquement tombé à terre. Au niveau économique, social, etc. À cause des conséquences de la révolution. Donc les évêques ont écrit une lettre et le président les a invités à venir en parler avec lui. Il les a même encouragés afin que la lettre soit lue par toute l'administration du Bénin. C'est quelque chose d'assez particulier. Et autre chose, rapidement, et je vais terminer par là, c'est la figure de Monseigneur Isidore de Souza, qui était archevêque coadjuteur de Cotonou, qui a présidé la conférence nationale du Bénin en 1990, qui permettait le passage du marxisme à la démocratie. Quand Monseigneur de Souza, et puis une chose assez particulière, notez, la loi fondamentale a été signée par le 1 militaire en 1977. La constitution de 1990, je crois que c'est une première dans l'histoire mondiale, a été signée, la constitution du Bénin actuellement est signée par un évêque, Monseigneur Isidore de Souza, parce qu'il était en ce moment-là président de du Haut Conseil de la République, qui était le parlement de transition après la conférence nationale qui a permis le passage du marxisme à la démocratie. Et quand Monseigneur de Souza est mort, Kérékou a dit que c'était le père de la révolution et de la démocratie au Bénin. Et quand j'ai eu l'opportunité aussi d'interviewer le président Kérékou pendant le cours d'un de ses à Rome, il a fait un éloge sur les hommes de Radio Vatican de Monseigneur de Souza. Moi, ça m'a donné pratiquement la chair de poule. Donc voilà un peu comment l'Église ou les religions ont été écartées, mais pour sauver le Bénin, pour sauver notre pays, ça a été encore la religion on a fait appel à la religion pour soutenir l'État. Voilà un peu. Merci beaucoup.